le cynisme, il peut pas continuer à se battre contre le sionisme, en fait. On a des fois l'impression que le cynisme politique, il empêche le sionisme d'arriver à son ultime objectif, qui est cette unité. Nous avons le plaisir d'être en ligne avec Lali Deray. Lali, bonjour, Boker Tov. Boker Or. Merci d'être avec nous ce matin. Nous vous avons sollicité parce que vous avez été distingué il y a quelques jours à peine dans les locaux de l'organisation Nefesh Benefesh par une association, je crois que ça s'appelle Neshot Habarzel, vous allez nous le dire, qui vous a décerné le prix de femme dame de fer, on va dire. Hein. Peut-être ça nous rappelle un peu Margaret Thatcher, mais en tout cas, ce sont des femmes qui se sont distinguées pendant la guerre. Dans tous les secteurs, que ce soit des femmes qui ont combattu dans la bande de Gaza, que ce soit des otages, des femmes otages, que ce soit des mères de soldats qui sont tombés au combat, comme vous, maman de Saadia, Zichrono Livracha, ou des femmes qui se sont particulièrement distinguées durant cette période. Elles ont été récompensées d'une certaine manière, ou en tout cas distinguées par un prix donc, qui vous a été remis. Alors, je vais être clair, c'est-à-dire, et même vous le mentionnez dans un post sur Facebook, c'est vrai, Dame de Fer, c'est bien, mais vous dites que parfois, ça va à l'encontre de ce que vous ressentez vous-même d'une certaine manière dans la vie de tous les jours. Vous vous sentez affaibli par la disparition de votre fils. Je sais pas si je me sens affaiblie. C'est pas vraiment le mot que je me sens pas affaiblie. Pas affaibli, mais en tout cas, je me sens plus douce. Ah. Vulnérable. Et aussi la manière dont je transmets les messages qui sont importants pour moi, je le fais d'une manière complètement différente de ce que je faisais avant. Avant, j'étais un peu, j'étais très piquante comme ça, très avec une volonté de montrer, justement d'être une espèce de dame de fer qui a ses idées, qui a son idéologie et qui veut la montrer face au monde. Et depuis que Saadia est partie, je suis beaucoup plus douce. Et donc cette image de dame de fer, à l'extérieur, en tout cas, c'est pas ce que j'ai l'impression que je propose au monde. Mais c'est vrai qu'à l'intérieur, oui, le fait justement d'avoir fait ce switch là, d'être passé de quelqu'un qui dit les choses de manière très, on va dire très presque avec de la colère des fois, quand il y avait des choses qui m'énervaient, ou que j'ai plus cette colère-là, mais ça, à l'intérieur de moi, je me suis transformée en quelque chose de vraiment, mes convictions, elles sont devenues de plus en plus fortes, de plus en plus fermes, mais je les transmets d'une manière totalement différente. Alors justement, peut-être qu'on voudrait que vous nous les transmettiez aussi à cette occasion. Les convictions, lorsqu'on vous entend parler de votre bouche, ce sont des mots qui nous élèvent, on va dire, de manière spirituelle. Le paramètre spirituel, il était omniprésent chez Saadia, même lorsqu'il combattait dans la bande de Gaza, mais il est omniprésent aujourd'hui dans la réalité israélienne. C'est quelque chose qui, pour vous, est central aujourd'hui, une leçon à tirer de ce qui s'est passé au cours des 2 dernières années? Vous savez, je crois que je vais faire un petit Dvar Torah, si c'est possible. Allez-y. Dans la Gemara, il y a un débat entre 3 Talmidei Chachamim, 3 sages incroyables, qui parlent justement de cette époque que nous sommes en train de vivre. L'époque, justement, qui précède la venue du Mashiach. Et 2 de ces Talmidei Chachamim, Ravina et Rava, ils disent qu'il vienne le Mashiach. Il n'y a pas de problème, mais moi, je veux pas le voir. Je préfère ne pas être présent. Parce que ça sera une période difficile, parce que ce sera une période plus que difficile. Ça sera une période où le chaos un peu régnera, où la sérénité sera absente, où on sera inquiet de notre avenir, où il y a des soldats qui vont tomber, où il y a des otages qui vont être enfermés dans des tunnels et c'est trop difficile pour moi. Donc ils disent Yete velo yachmine, qui viennent, mais moi je ne le verrai pas. Et il y a un 3e sage qui s'appelle Rav Yosef. Et lui, il dit qu'il vienne et je le verrai et que j'ai le mérite
Ensuite, il décrit cette période qu'on est en train de vivre et qui est tellement difficile. Il décrit cette période comme, il dit que j'ai le mérite de m'asseoir à l'ombre des excréments de l'âne du Mashiach. C'est ça qu'on est en train de vivre. C'est ça qu'on est en train de vivre. On en parlait à l'instant avec David Saada, on essaye chaque semaine de commenter justement l'actualité sous le prisme de la Torah, ou la Torah sous le prisme de l'actualité, plus exactement. Et on disait qu'on était dans cette période peut-être entre le Mashiach ben Yosef et le Mashiach ben David de Yehuda, dans la confrontation dans laquelle on assiste dans la paracha de cette semaine. Exactement. Vous pensez qu'on est dans cette période charnière ? Moi, je crois que oui, parce que Chamoro Shel Mashiach, c'est le chomer, c'est le matériel, c'est les routes, c'est le high-tech, c'est l'économie de l'État d'Israël, c'est tout ce qu'on voit, c'est cette radio, c'est cette association qui agit tellement pour faire venir, pour le kibbutz Galouyot, pour faire revenir nos frères en Israël. C'est tout cet étage matériel de la rédemption de la Géoula, et on est en plein dedans déjà. Les excréments, par contre, j'avais du mal à comprendre pourquoi il appelle ça un mérite, Rav Yosef. Et j'ai entendu quelque chose d'assez beau. On m'a dit que si quelqu'un se trouvait dans le désert, sans eau, assoiffé, le conseil qu'on lui donne, c'est d'aller après les excréments des animaux, de suivre le passage des excréments des animaux, parce que les animaux vont toujours aller se ressourcer, trouver une source d'eau vive pour abreuver leur soif. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ces excréments aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'il veut dire Rav Yosef ? Et je me suis dit que peut-être que Akadosh Baruch Hu, il a toutes sortes de, il nous a placé ces excréments-là. Et je suis pas désolée de les appeler comme ça, mais ces excréments aujourd'hui, ils s'appellent Hamas et ils s'appellent Hezbollah. Et il s'appelle Houthim, il s'appelle l'Iran. Et ils ont rappelé au peuple juif qui il était. Ils l'ont ramené à sa source d'eau vive, à son identité première. Et aujourd'hui, on voit tellement de personnes qui disaient jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à le 7 octobre, jusqu'au 7 octobre, je me considérais d'abord comme israélien et ensuite comme juif. Et aujourd'hui, ma première définition, c'est être juif. Pas forcément dans le cadre de la pratique des mitzvot, mais dans le sentiment d'appartenir à quelque chose de grand. Et ça, malheureusement, on l'a reçu grâce, entre des dizaines de guillemets, aux excréments que sont nos ennemis, ces terroristes. Et je suis sûre que Akadosh Baruch Hu, il met aussi des diamants sur cette route, sur la route vers cette source d'eau vive. Et notre identité. Alors justement, moi je vais vous poser cette question parce que on approche, tout le monde le dit, on va rentrer dans une année électorale, on approche d'élections et voilà, dirons-nous, comment concrétiser ? Parce que on le disait à l'instant, il y a le Mashiach ben Yosef, c'est la politique, hein, Yosef c'est le vice-roi d'Égypte, c'est la politique, c'est la gestion d'un État. Et puis il y a le Mashiach ben David, vers quoi on tend. Comment on concilie les deux et comment de cela, c'est-à-dire de ce retour vers l'identité juive, eh bien, peut naître un mouvement du bas qui puisse modifier la classe politique, parce que vous l'avez dit à de multiples reprises et je me souviens l'avoir entendu dire à des hommes politiques pendant les shivas de votre fils. Il faut qu'ils s'élèvent aussi eux, il faut qu'ils s'élèvent et qu'ils soient dignes du sacrifice des soldats. Et or, ça racole finalement. Ce qu'on voit, c'est que c'est pas brillant du côté politique. Je crois qu'on a la clé dans la paracha de la semaine. Vaïgash et Yehuda. Ces deux frères qui étaient ennemis quelque part et qui se sont transformés et qui, à partir du moment où Yehuda a compris que la clé de tout ça, et Yosef aussi, qui leur a fait passer un sale moment avant de se révéler à eux. Cette capacité-là à se mettre face à face, à débattre, à ne pas s'envoyer l'un à l'autre des flèches empoisonnées pour dire c'est moi qui ai raison. Yosef, il nous le prouve avec une humilité incroyable. Cette capacité-là
à rester dignes. C'est lui qui a raison. Ils ont vendu leur frère. Et il s'approche, et du fait même de cette révélation-là, elle permet à Yehuda de se sentir à nouveau frère. Alors donnez-nous un peu d'espoir, parce que ce qu'on voit, on parlait de la politique il y a quelques instants, on parlait de ce qui s'est passé à la Knesset hier. On voit que chacun défend son camp, se retranche dans ses positions. Il n'y a pas de possibilité de trouver le moindre dénominateur commun pour former une commission d'enquête. Il n'y a pas de possibilité de trouver le moindre dénominateur commun pour désigner n'importe quelle personnalité dans n'importe quel domaine. À chaque fois, il y a des débats, et on a l'impression véritablement que pour l'instant, en tout cas, on ne voit pas jaillir de la base de ceux qui se sont distingués, comme vous, comme les femmes de fer, les dames de fer, qui se sont distingués. On ne voit pas surgir un mouvement populaire qui pourrait porter un nouveau message, un message d'unité, un message qui coïncide avec ce que nous ont laissé comme héritage spirituel, au moins les soldats qui sont tombés. Je crois que quand on regarde la réalité par le prisme des réseaux sociaux ou par le prisme de la télévision ou des médias, on a une vision tronquée de la réalité. Vous savez, depuis que Saadia est parti, ce que je fais tous les jours, c'est de rencontrer Am Israël. Là où il est, là où on me demande de venir. Et ce mouvement populaire que vous décrivez, il existe, il est là. Le peuple, il est là. Il a soif d'unité. Il a soif de Arvut Hadadit, de cette espèce de sentiment que nous sommes garants les uns des autres. Vous savez, encore une fois, on parle de Yosef et d'Yehuda. Je vais vous dire quelque chose que moi j'ai compris durant cette guerre. Vous savez, dans le livre de Bereshit, on voit Adam et Ève qui ne prennent pas leurs responsabilités. Chacun accuse l'autre ou accuse le serpent. Et de cette union-là, de deux personnes qui ne prennent pas leurs responsabilités, naît un fils qui s'appelle Caïn, qui va assassiner son frère Ève. Et quand Dieu lui pose la question, où est ton frère? Il lui dit, est-ce que je suis le gardien de mon frère? Avec un point d'interrogation qui fait mal. Et je crois que notre génération à nous, tous ceux qui ont envoyé un enfant à la guerre, tous ceux qui ont prié pour les soldats, tous ceux qui ont prié pour les otages, tous ceux qui prient pour que ce miracle qui s'appelle l'État d'Israël, il continue. Je crois qu'on a réparé cette faute de Caïn. Parce qu'on dit chaque jour, chaque instant, on dit je suis le gardien de mon frère, avec un énorme point d'exclamation. Je suis le gardien de mon frère et je vais revêtir l'uniforme de Tzahal, ou alors je vais repasser l'uniforme de Tzahal de mon fils, de mon mari, de mon frère. Et cette faute, on l'a réparée. Et je crois que, en effet, les politiques, ils sont pas à la hauteur. Ils sont pas à la hauteur, et ça, c'est terrible de le dire, mais c'est ce que je leur ai demandé le jour de l'enterrement de Saadia. Monter vers le peuple. Le peuple, il a compris. Ce mouvement populaire dont vous parlez, il existe déjà. Il faut qu'il trouve le moyen de se transformer en quelque chose de tangible, en quelque chose de... Et je pense que ça va... Je pense que dans les prochaines élections, je passe maintenant du domaine un peu spirituel au domaine plus tangible pratique, de la politique. Je pense qu'il y aura un mouvement qui va se créer. C'est obligatoire. Un mouvement qui va se créer, qui va demander qui va exiger que la politique soit à la hauteur du peuple. On en a tous besoin. Il y a le cynisme. Il peut pas continuer à se battre contre le sionisme, en fait. On a des fois l'impression que le cynisme politique, il empêche le sionisme d'arriver à son ultime objectif, qui est cette unité, ce que Manitou appelait par exemple l'unité des contraires. Et c'est ce qui va arriver, c'est obligatoire, ça fait partie du cheminement qu'on doit faire, et sur le plan politique et sur le plan spirituel. Chercher cette unité dans chaque chose. Vous savez, on dit tous les jours Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Dieu, il est un, mais la réalité qu'il a créée aussi, elle est une. Mm-hmm. Et
Et cette, je sais pas, moi en tout cas, c'est cette soif d'unité qui me fait rechercher à chaque fois le dialogue avec des gens qui ne sont pas forcément d'accord. Alors, ça sera ma dernière question. Vous me tendez la perche presque pour vous la poser. Alors, si finalement il y a un mouvement, est-ce que vous êtes prêts, vous, des gens comme vous, des gens qui sont allés au devant du peuple après le drame que vous avez vécu? Est-ce que vous êtes prête, par exemple? Vous n'étiez pas loin de la politique, de la vie politique. Est-ce que vous êtes prête, vous, à porter des mouvements de ce type? La réponse, elle est oui. Mais la réponse, elle est que j'ai très peur. J'ai peur parce que j'étais en hébreu, on appelle ça l'usine de fabrication des saucisses. Ouais. C'est en fait une usine où quand on est là-bas, quand on travaille dans cette usine, on mange plus de saucisses. Et donc, pendant très longtemps, j'ai refusé. Depuis le 7 octobre, je m'étais dit, ça y est, c'est fini pour toi. Tu rentres plus en politique, tu travailles plus dans le journalisme. Et la mort de Saadia, quelque part, m'a obligée à me retrouver sur le devant de la scène. Et je pense que, vous savez, quand il y a un vide qui se crée, et là, j'ai l'impression qu'il y a un vide au niveau du leadership, il y a toutes sortes un vide, il reste jamais vide. C'est une loi de physique. Et la question est de savoir qu'est-ce qui va rentrer dans ce vide? Qui va se présenter aux prochaines élections? Est-ce que ça sera des personnes, des nouveaux acteurs qui, au contraire, vont acerber encore plus la division dans le peuple, ou alors ça sera des gens qui vont chercher cette unité? Et j'espère, je sais pas encore, je suis pas encore certaine, j'aimerais, mais je sais pas encore si j'ai la force, parce que j'ai beaucoup de mal avec les conflits ces temps-ci. Mais j'espère que qu'il y aura une nouvelle voix qui va venir et qui va dire les choses de manière très claire. Je pense que mes idées et mon idéologie n'a jamais été, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je suis une dame de fer à l'intérieur, à l'extérieur, je suis du chamallow. Et cette capacité à réunir les deux, encore une fois, je pense que c'est quelque chose de vital pour l'État d'Israël. Et je vous rappelle que David Ameller, le plus grand roi d'Israël, eh bien, avait sa capacité d'être à la fois un brillant combattant, courageux, et aussi particulièrement doux lorsqu'il n'était pas au combat. À Dino, n'est-ce pas? Donc c'est ce message que l'on retiendra certainement de notre conversation. Merci beaucoup à Lali Deré d'avoir accepté de répondre à nos questions après cette attribution de ce prix Dame de Fer. On vous souhaite beaucoup de courage et beaucoup de persévérance pour réaliser tous les objectifs que vous êtes fixés. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À la mémoire de Saadia et Shabbat Shalom.